Aujourd'hui, l'Alcazar est ouvert 25 heures par semaine. José, tu peux te lever, s'il te plaît. Ah oui. C'est pour la caméra. Oui. Quelques indications sur cet état de déshérence. Les bibliothèques sont aujourd'hui ouvertes à l'Alcazar 25 heures par semaine. C'était 40 heures il y a 3 ans. Les effectifs ont chuté de 40% en 15 ans. Il y a 9 bibliothèques à Marseille pour 16 arrondissements. Donc des arrondissements de la taille d'une très grande ville n'ont pas de bibliothèque. Des services sont fermés. Des relations avec des partenaires, notamment les écoles, sont interrompues. L'activité essentielle de médiation organisée par les bibliothécaires n'est plus assurée comme elle l'était il y a quelques années. Bref, nous avons une situation extrêmement mauvaise. Alors, pour ne pas être dans l'idée que rien n'est possible, je voudrais tout de même signaler que la pression de l'association a contribué à ce que 2 bibliothèques soient réouvertes, mais nous avons mis un temps fou pour y parvenir. La gratuité est désormais acquise, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle récente, mais il y a encore tous ces problèmes qui doivent être résolus. Donc je voulais juste dire, si vous êtes intéressé par la question de la lecture publique, par l'importance que les bibliothèques occupent dans une société comme la nôtre, par la défense du service public, eh bien je vous invite à prendre connaissance de notre activité d'association des usagers, à nous rejoindre pour qu'on fasse pression. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui que nous sommes dans un contexte où il y a eu une conférence de presse de la CGT et de la FSU il y a quelques jours, suite à un fait gravissime. Le directeur ici a transmis à la mairie et à la justice une alerte éthique pour essayer de faire face à une situation qui dure depuis des années et qui concerne un des responsables de la bibliothèque qui est parfaitement en décalage avec tout ce qu'on a en tête quand on s'attache au service public. Donc voilà, c'est une période importante et nous avons développé des actions à ce propos, en espérant qu'elles ne seront pas toutes perdantes. Je voudrais poser des questions concernant les nouveaux managers publics-privés. 3 questions. Premièrement, combien sont-ils? Deuxièmement, quelles sont leurs motivations à eux pour faire ce qu'ils font? Et troisièmement, d'où tiennent-ils leur pouvoir de nuisance? Alors, comme il y a 3 questions, je propose que chacun en prenne une. Ouais. Julie. Merci pour ces questions. Je dirais que, en fait, il faut. Ça revient à la question de la culpabilité. Sont-ils coupables? Sont-ils vraiment responsables? Je crois qu'il faut regarder leur mode de fonctionnement et ce qui fait qu'ils agissent ainsi. Et ça passe notamment beaucoup par leur formation scolaire d'abord. Il s'agit de bons élèves. C'est la logique de l'excellence, de la réussite scolaire. Donc, on est bon élève, on est docile, on obéit. Et la continuité de ce parcours d'excellence scolaire, c'est la carrière. La carrière, pour un très haut fonctionnaire, ça vient un peu en compensation. Parce qu'il faut bien les compenser, parce que, vous comprenez, au regard de ce qu'ils pourraient gagner dans le secteur privé, ils sont logés à très mauvaise enseigne, disent-ils. Et pour faire carrière dans la très haute fonction publique, c'est pas simplement une question de statut. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Pour faire carrière, il faut être adoubé, non seulement par ses supérieurs hiérarchiques, enfin son chef, mais aussi par les autorités politiques, par le cabinet. Et pour cela, ça veut dire qu'il faut obéir, montrer patte blanche, hein, et donc tout est fait, donc ça c'est pour devenir par exemple sous-directrice ou directeur d'administration centrale. Hein. On y arrive simplement parce qu'on n'a plus dans son entourage professionnel proche. Et donc ça incite, mais structurellement, à la servilité et à l'hostilité politique. Donc,
si vous voulez, ce qu'on explique dans le livre, c'est qu'il y a un système de filtre en fait, qui s'opère à ce niveau-là. C'est-à-dire que pour arriver à un certain niveau au sommet de l'administration, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas dites, qu'on ne peut pas dire, et même qu'on arrive même à ne plus penser. Et c'est pour ça qu'à un certain niveau de responsabilité, on arrive en fait à une sorte d'harmonie comme ça, de gens qui obéissent et qui sont rétribués pour cette obéissance. Et c'est-à-dire que plus ils montent, plus ils montent, plus ils obéissent et plus ils grimpent. Et donc c'est un phénomène circulaire comme ça, qui fait que on a là en fait des gens qui sont davantage dociles que des cyniques, arrivistes, etc. Ils font carrière, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que toujours il y a cette idée du coup d'après. Je suis là maintenant, ok, mais tu es là maintenant parce que tu te vois où dans 2-3 ans, et en permanence. Et donc c'est ça qui fait dysfonctionner aussi les services publics, c'est-à-dire que ce sont des gens qui passent, qui font la petite réforme et qui s'en vont, et qui se fichent des répercussions, des gens qui sont percutés par leur réforme. Voilà. Combien sont-ils ? Alors, combien sont-ils ? On n'a pas chiffré. On n'a pas chiffré parce qu'on est vraiment là sur le sommet. Donc on est sur les gens qui constituent les grands corps chaque année. Donc c'est un très très petit groupe en réalité. Et tout qui invisibilise toute la masse des hauts fonctionnaires. C'est vraiment l'arbre pourri qui cache la forêt. Et d'ailleurs, quand on nous parle des hauts fonctionnaires, on ne pense pas à ces gens-là. C'est ces gens-là qui sont visés par le pantouflard, par les allers-retours, public-privé, etc. Mais c'est une minorité en réalité. Mais c'est ceux qui sont visés, c'est ceux-là qui font leur carrière de circulation permanente et qui sont dans une sorte de copinage aussi avec les cabinets de consultants. Et alors, ce qui est intéressant dans leur relation, c'est vous avez peut-être entendu parler des missions pro bono. L'idée de pro bono, c'est les consultants qui bossent gratuitement en fait, pour le service public. Et alors ils le font, vous imaginez bien, c'est pas par grandeur d'âme ni par philanthropie. Ils le font parce que c'est une manière de mettre le pied dans la porte. On met le pied dans la porte, on offre une prestation gratuite, avec l'idée qu'on va avoir des contrats futurs, on va pouvoir obtenir des contrats futurs. Et alors c'est tout bénef, parce que avoir une mission pro bono, ça veut dire que ça ne laisse pas de traces. Et donc ça veut dire que ça va permettre d'avoir des rétributions d'ordre un peu symbolique, mais qui ne laisseront pas de facture dans les comptes de campagne, etc. Exemple, on a eu des exemples qui ont circulé dans la presse récemment suite au rapport du Sénat. Exemple, telle personne de chez McKinsey dont on sait qu'elle a travaillé dans la campagne, on travaille pro bono, gratuitement pro bono, on peut dire pour le bien public. Imaginez l'ironie, donc qui a travaillé pour Macron, se retrouve ensuite nommé à la tête de l'école polytechnique, une grande école d'ingénieurs. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire telle personne qui était la tête en marche aux fonctionnaires qui se retrouve propulsée chez McKinsey. Donc on a des circulations permanentes entre eux. C'est juste pour compléter sur le pouvoir de nuisance, en dehors du fait que évidemment on est plus visible plus facilement quand on est en haut de la hiérarchie. Il y a aussi le fait que ce pouvoir de nuisance, il est renforcé mutuellement par tout ce qu'expliquait Julie, par le fait que ce qu'ils défendent, c'est la même chose que défendent des cabinets de conseil, les gens à la tête des très grandes entreprises et la majorité des principaux partis politiques depuis 20 ans, même si peut-être ça change le PS, mais on ne sait pas trop. Donc ça joue beaucoup. Mais, juste sur... sur le pouvoir de nuisance, c'est un truc sur lequel insiste beaucoup Arnaud Bontemps de nos services publics, donc un CEO fonctionnaire rebelle, c'est le fait qu'ils ont réussi à placer un certain nombre de leurs principes en dur, en quelque sorte dans des outils, dans des instruments, donc ça peut être dans des tableaux Excel, dans des manières de comptabiliser, et notamment dans des lois. Ce qui fait qu'en fait, si on flingue, en gros, aujourd'hui, toute la noblesse managériale publique-privée, on n'a pas résolu notre problème. C'est-à-dire que, notamment, il y a un truc qui s'appelle la fongibilité asymétrique, sur lequel je vous renvoie un excellent sketch de Walidia par Jupiter qui explique hyper bien la fongibilité asymétrique, qui est une des raisons pour lesquelles c'est plus facile d'aller chercher des consultants que de payer 10 fois moins des chercheurs publics pour faire le même travail. Et donc ces gens, depuis 20 ans, ils ont disposé des petites bombes là partout dans les lois, dans les règles comptables,
qui ajoutent à leur pouvoir de nuisance et qui font que ça va pas être forcément facile de se débarrasser de tout ça. Juste pour le dire en deux mots, c'est l'idée de la loi de finances, inscrit en loi de finances, c'est-à-dire qu'on a des plafonds d'emploi. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas, dans une administration, employer plus que tant de TP équivalent temps plein. Donc, pour cette admission, en fait, ils sont coincés, ils ne peuvent pas embaucher, et donc, coincés par cette loi de finances, dans l'esprit de la restriction budgétaire, on va aller embaucher des consultants qui coûtent 10 fois plus cher, hein, et qui, ensuite, viennent assécher les ressources de l'État. Et ce que dit Claire, c'est partie de... vous savez, donc il y a la noblesse managériale publique-privée qui, elle, copine et de concert va démanteler le service public avec les consultants, et puis il y a ceux qui prétendent résister de l'intérieur. Hein. Et donc comment ils résistent? Ils vont piquer les idées des consultants. Non, on fait appel aux consultants, ils sont là, mais t'inquiète, je regarde bien comment ils travaillent pour ensuite reproduire. Sauf qu'on n'a pas la même force de frappe. Quand je parle de force de frappe, c'est remarquable, c'est-à-dire que c'est incomparable. C'est-à-dire quand on a, par exemple, il y a un problème au ministère des Finances à Bercy, on finit une réunion à 21h, le lendemain, à 8h du matin, les consultants ont produit un document avec des slides, des documents sur papier glacé, etc. Ça compte beaucoup la forme aussi, avec plein de graphiques, etc. Et pourquoi? Parce qu'ils ont ce qu'on appelle un studio en Inde qui travaille toute la nuit pour faire les slides hein, et les présenter le lendemain à 8h, alors que pendant ce temps-là, vous imaginez, les fonctionnaires ont dormi. Donc voilà, il n'y a pas de comparaison.